Alors, avant de continuer, j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure sur la question qui m'a été posée sur elle ne ressent pas la douleur, etc. Il ne faut pas négliger la mémoire de la douleur. Ça, c'est très important. Vous pouvez très bien avoir une douleur importante, deux choses par rapport à la mémoire de la douleur, et c'est pour ça qu'il faut, même si on a l'impression que les gens ne ressentent pas la douleur, il faut quand même faire comme si c'était douloureux. Je vais vous donner deux illustrations. La première, c'est une... Donc moi, j'ai entendu cette histoire-là par un professeur de neurologie qui est à Saint-Étienne et qui s'intéresse beaucoup à la mémoire de la douleur. C'est une jeune interne qui prend le métro pour aller à l'hôpital prendre son poste. Et en rentrant dans le métro, donc interne, c'est-à-dire qu'elle a à peu près 25 ans, en rentrant dans le métro, elle sent une odeur qu'elle connaît, mais elle n'arrive pas à savoir où elle a senti cette odeur-là. Et en même temps qu'elle sent cette odeur, elle a très mal au bout de ses doigts. Bon, mais elle ne sait pas à quoi ça correspond, etc. Donc elle prend sa journée de travail, tout, et à la fin de la journée, elle se dit, ça y est, je me rappelle cette odeur. C'est l'odeur de l'appartement dans lequel habitait mon professeur de piano quand j'étais enfant, et lorsque je jouais mal, il me tapait sur les doigts. Vous voyez, c'est très troublant, la mémoire de la douleur. C'est des choses comme ça. On voit, nous aussi, quelquefois, c'est arrivé d'ailleurs au jeune migraineux qui est en accueil de jour que je suis. On voit des gens, par exemple, quelqu'un qui a une personne un petit peu âgée, qui a une arthrose de hanche, à qui le médecin dit, écoutez, là, il faut vraiment vous faire poser une prothèse, vous avez beaucoup trop mal, etc. Les médicaments, ça ne marche pas. Non, je ne veux pas. Puis ça dure. Puis au bout d'un moment, la personne revient voir son médecin de moi. Ok, je vais me faire opérer parce que là, c'est terrible, je ne dors plus, etc. Elle se fait opérer de la hanche et là, elle ressuscite et dira, ah, si j'avais su, j'aurais fait avant, etc. Des choses comme ça. Puis quelques temps après, plusieurs mois après, elle revient. C'est une histoire vraie, ça. Elle revient et elle dit, je pense que ma hanche, enfin ma prothèse doit être bougée, descellée, je ne sais pas quoi. J'ai très mal à la hanche, comme avant d'être opérée. Donc le médecin l'envoie chez le chirurgien qui fait faire tout ce qu'il faut comme examen, qui dit non, votre prothèse n'a pas bougé, il n'y a rien de spécial. Et en fait, ce qui a été trouvé chez cette personne-là, c'est une lésion sur l'autre jambe, avec une lésion osseuse très douloureuse. Simplement, l'explication, c'est que l'information douleur arrive au cerveau, dans les centres douleurs, et le centre douleur, il renvoie la douleur la plus violente que la personne a connue, et qui était cette hanche-là. Donc, ça a donné l'impression d'être à nouveau la hanche qui n'allait pas bien, alors en fait, c'était autre chose. Voilà. Et nous, par exemple, on voit ça chez les migraineux chroniques, pour lesquels c'est bon, on a trouvé à peu près la prise en charge, c'est bon, ça a mis beaucoup de temps, la personne a beaucoup souffert, mais ça y est, c'est à peu près stabilisé. Et puis, il revient, quelques années après, en consultation douleur, en disant « il faut changer mon traitement parce que ça ne marche plus. Je refais beaucoup de crises. » Alors, dans ce cas-là, il ne faut pas changer le traitement. Il faut d'abord se demander est-ce qu'il n'y a pas une douleur ailleurs qu'il faut aller chercher, mais que la personne ne ressent pas parce que l'information douloureuse la plus violente dont elle a fait l'expérience, c'est cette migraine. Du coup, ça va lui déclencher des migraines. Le migraineux qui a des caries dentaires, il va faire plus de migraines. D'accord ? Donc ça, c'est tout à fait, ça fait partie de la mémoire de la douleur. Donc c'est pour ça que, alors c'est une réponse un petit peu à côté peut-être, mais c'est pour ça qu'il faut quand même s'occuper de la douleur, alors même qu'on a l'impression que la personne ne se plaint pas, à cause de cette histoire de mémoire de la douleur. Bon, je ferme la parenthèse, mais on pourra toujours aborder ce sujet-là. Donc, s'il vous plaît, dans la grande majorité des cas, à part des exceptions tout à fait exceptionnelles, comme le nom l'indique, il n'y a pas d'insensibilité à la douleur, il y a une réaction qui peut être immédiate ou différée, ou simplement physiologique, c'est-à-dire pas forcément « ah, j'ai mal, je pleure » et c'est là. Ça, quand il y a ça, on est content, mais ce n'est pas souvent. Alors, deux petites choses. Sentir et penser en même temps, c'est deux choses extrêmement compliquées dans cette population-là. Premier exemple, c'était un jeune, je dis toujours enfant, même quand ils ont 30 ans. C'est un jeune, trisomie 21, qui est très ritualisé. Dès qu'il entend l'équipe du matin, il se met tout nu
il s'assoit sur son lit et il attend qu'on ouvre la salle de bain pour se jeter sous la douche, prendre sa douche, il revient, il s'habille, il va au petit déjeuner. Et tous les matins, c'est comme ça. Voilà. Puis un jour, il y a une infirmière intérimaire à qui nous ne donnons pas l'information. Ce n'est pas son problème à elle, c'est le nôtre. Hein. On n'a pas donné la bonne information. Du coup, elle ouvre la salle de bain, rien n'est prêt, il se précipite dessus. Et alors là, dans ce service-là, quand vous appuyez sur le bouton de la douche, pendant 10 secondes, c'est brûlant, puis après, ça arrive à la bonne température. Donc le jeune, il va là, il n'y a rien, donc il appuie sur le bouton, et là, la douche coule brûlant, il se met à crier fort, il balance le gel douche. L'infirmière s'approche, elle se prend des coups, il ne se retire pas de la douche. C'est très fréquent. Nous, alors là, on voit bien qu'il y a un inconfort, les troubles du comportement. On imagine bien que c'est parce que la douche est brûlante. On comprend que lui aussi, il se rend compte qu'il a mal parce qu'il réagit, mais il ne fait pas le lien. Il ne fait pas le lien que c'est à cause de... Donc, il ne va pas partir. Donc, c'est absolument à nous de les protéger. Hein. Si vous dites, oh, il s'est précipité sur son petit déjeuner, il s'est brûlé avec le thé, eh ben, demain, il fera attention. Ben non, ça ne marchera pas. Demain, si c'est l'heure du petit déjeuner qui est assez près, ben, il va tout de suite le boire. C'est à nous de les protéger. D'accord ? Ça, c'est très important. Deuxième exemple que j'avais eu, c'était un jeune qui est en IM Pro, beaucoup de troubles du comportement, ce que vous pouvez connaître certainement, hein, les troubles du sommeil, activités qui ne durent que quelques minutes au lieu de durer une demi-heure. Il faut qu'il y ait du 1 pour 1. Les repas, il faut que ce soit tout seul. Enfin, tout est très très compliqué. La seule chose qui fonctionne bien et qui ne pose aucun problème, et même pendant ce temps-là, on peut mettre du monde avec lui, même bruyant, ça ne va pas entraîner de troubles. C'est la balade autour de la structure qui fait à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Et ça, il y a zéro problème. Je l'examine, on fait un peu le tour des affaires, etc. etc. Et là, on trouve sur chaque pied des ongles incarnés extrêmement moches, des orteils en griffe avec des ampoules parce qu'il a des chaussures pas adaptées. Et moi, je dis à l'équipe, peut-être on pourrait s'intéresser à ça. Et l'équipe me dit, oui, bien sûr, mais ce n'est pas l'urgence parce qu'il marche. Eh bien, si, en fait. Mais lui, il ne fait pas le lien, d'accord ? Il aime beaucoup marcher, donc il va marcher, il va marcher. Quand il revient, il a très mal aux pieds, il y a d'énormes troubles du comportement. Hein. Et il n'enlève pas ses chaussures, d'ailleurs. Hein, d'accord ? Donc, vous voyez, attention à nos interprétations. Hein, très rarement, ils vont faire le lien. Très rarement. Hein. Ou alors, ils vont le faire une fois, et après, quelle que soit la douleur, ça va être ça. Ah, j'ai mal. Une fois, il avait une grosse carie dentaire, il a mis la main dans la bouche, oh ouf, on est sur... Après, il a des gros troubles du comportement, il met la main dans la bouche, on l'emmène chez le dentiste, il n'y a pas de carie, tout va bien. Alors là, il ne faut pas s'arrêter là, il faut aller continuer à chercher, parce que c'est simplement, il se rappelle de cette histoire-là qui avait en plus entraîné une prise en charge tout à fait correcte. On part de ce moment-là, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où les pédiatres nous avaient appris que finalement, le nourrisson, il ressent la douleur, hein, finalement. Hein. Donc, il y a eu un énorme travail qui a été fait pour essayer de repérer de quel signe je vais avoir besoin pour savoir si c'est de la douleur ou pas, de quel signe avec un S, hein, c'est jamais un signe tout seul. Et de ce travail-là est née finalement cette diapo-là. Ça, c'est la diapo la plus importante qu'il faut absolument retenir lorsqu'on fait de l'hétéroévaluation de la douleur. Lorsqu'on fait de l'hétéroévaluation de la douleur, on a besoin d'éléments qui se trouvent là-dedans. Est-ce que je peux ou pas établir le contact avec la personne ? Dans mes observations, qu'est-ce que je vois au repos et en mouvement ? Observation, pas interprétation. Quand je l'examine, est-ce qu'il y a une possibilité, il y a une résistance ou pas ? Est-ce que je peux lui demander de se mobiliser ou c'est à moi de le faire ? J'évalue depuis quand c'est comme ça, combien de temps ça dure, etc. Voilà, ça c'est très important, toujours des évaluations. Le suivi thérapeutique. Je mets en place quelque chose, médicamenteux ou pas médicamenteux. Donc là, je vais regarder si ça marche. Alors je voudrais juste passer 2 minutes là-dessus. Vous mettez en place quelque chose. Mettons non médicamenteux, vous avez vu que pour que l'alimentation se passe bien, il faut qu'il soit dans tel endroit, sur tel type de chaise, avec telle ambiance de lumière ou de musique, ça, ou alors tout ce que vous voulez. Ça fonctionne super bien, ça y est, vous avez résolu un problème, là c'est vachement bien, maintenant les repas se passent bien, tout fonctionne bien. Donc vous allez le dire, en disant voilà, regardez ce que j'ai fait, c'est super bien, maintenant il faut le faire, on va l'écrire dans son projet de vie, tout ça, tout est nickel chrome. Si vous mettez en place quelque chose qui ne fonctionne pas, ou un médicament qui ne marche pas, on va passer à autre chose en se disant bon, ça ne fonctionne pas, je mets sur le tapis, puis on ne donne pas l'information. Alors c'est une très mauvaise idée.
quelque chose qui ne marche pas, c'est une très très bonne information. Ça ne marche pas. Mais si vous ne le dites pas, si vous ne l'écrivez pas, si vous ne le transmettez pas en disant « on va me prendre pour un nul », eh bien, vous ne rendez pas service, en fait, parce que personne ne le saura. Et les gens après vous, ils referont pareil. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas, un médicament qui ne marche pas, une prise en charge qui n'est pas adaptée, il faut le dire. Vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas mauvais. Simplement, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Voilà. Mais si vous ne l'écrivez pas, si vous ne le dites pas, ben, ceux qui viendront après vous, ils referont ça. Donc ça, c'est très important. Hein, d'accord ? On doit... Et puis, bien sûr, est-ce que le repas est impacté ? Est-ce que le sommeil est impacté ? Est-ce que jouer, bouger, communiquer, c'est impacté ? Donc ça, c'est là-dedans qu'on va rechercher des éléments pour la douleur chronique en particulier. Alors, on ne les a pas forcément tous, hein, mais on va en chercher plusieurs là-dedans. Alors, je me suis amusé à faire un petit exercice. Vous savez que si vous tapez sur Internet échelle d'évaluation de la douleur ou grille d'hétéroévaluation de la douleur, vous en allez avoir 50 qui vont tomber dans votre panier. Donc ça veut dire quoi? C'est un peu embêtant, ça veut dire qu'il n'y en a pas une extraordinaire, parce que sinon, il n'y en aurait qu'une, quoi. Donc il y en a 50. Ben, si on s'amuse à faire un petit exercice que je vais vous montrer maintenant, elles sont toutes pareilles, parce qu'elles recherchent toutes ça. Heureusement, mais c'est tout pareil. Donc on déstresse en disant « est-ce que j'ai le bon outil ou pas ?» Non, on déstresse. Ok? Pourquoi elles sont toutes pareilles? Parce qu'elles recherchent absolument tout ça. Alors bien sûr, vous verrez, c'est pas classé pareil, il y a des synonymes, c'est pas dans cet ordre-là, hein, d'accord? C'est un jeu de piste un peu, mais c'est toujours ça qu'on recherche. Donc gardez bien ça en tête et vous allez voir. Par exemple, la première échelle que j'ai trouvée au hasard, hein, l'échelle douleur enfant Gustave Roussy, hôpital pour enfants cancéreux, d'accord? Donc position antalgique au repos, hein, d'accord? Observation des attitudes. Manque d'expressivité, est-ce que je peux ou pas établir un contact? Protection spontanée des zones douloureuses, plainte somatique, attitude antalgique dans le mouvement, examen statique et fonctionnel, d'accord, des intérêts pour le monde extérieur, est-ce que je peux ou pas établir, voilà, etc. Hein, contrôle exercé par l'enfant quand on le mobilise, localisation des zones douloureuses, réaction à l'examen, l'antériorité du mouvement. Donc c'est une échelle qui reprend exactement ce que je vous ai dit avant, d'accord? C'est pas classé pareil, mais c'est exactement pareil. Mais heureusement, hein, d'ailleurs, hein, c'est ça qui est bien. Alors peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de l'échelle San Salvador. Hein, donc, San Salvador, hôpital pour enfants polyhandicapés dans le sud de la France. Donc, c'est un hôpital il y a très longtemps qui se sont intéressés à la douleur de leurs enfants et qui ont mis en place cette échelle. Et ils ont formé des infirmières, qui sont les formées des infirmières, qui sont les formées des infirmières. Donc, en général, c'est rare de trouver quelqu'un qui n'a pas entendu parler de cette échelle. Par contre, quand on dit est-ce que vous l'utilisez, c'est rare qu'il y en a qui l'utilisent, en dehors de leur hôpital. Elle n'est pas du tout mauvaise, hein. Pleurs, réaction de défense, mimique douloureuse, protection des zones douloureuses, gémissement, intérêt pour l'environnement, il y a toujours ces choses-là, hein, d'accord? Accentuation des troubles du tonus dans l'examen statique et fonctionnel, capacité à interagir avec l'adulte. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes items. Le problème, c'est que, comme ils sont un peu surspécialisés, ils ont beaucoup développé leur grille, et que ça devient long et un peu compliqué à remplir, et du coup, ben, c'est un manque un peu d'intuitivité, et quand on n'est pas dans ce service-là et qu'on prend ailleurs, ben, ça devient long, compliqué, et du coup, ben, on le met au placard, c'est trop long. Voilà. Mais on pourrait très bien l'utiliser. Alors, au hasard encore, peut-être vous avez entendu parler de l'EDAP. Normalement, évaluation de l'expression de la douleur chez l'adolescent et l'adulte polyhandicapé. Regardez les items, plainte somatique, position antalgique au repos, hein. Non, ça c'est dans les observations des attitudes, identification des zones douloureuses, sommeil, tonus, mimique, expression du corps, interaction lors des soins, communication, hein, vie sociale, intérêt pour l'environnement, troubles du comportement. Alors on est d'accord, c'est pas classé pareil, mais c'est toujours ces choses-là. Heureusement, hein, voilà. Alors parmi vous, s'il y en a qui ont travaillé en gériatrie, chez les personnes âgées, il y a Dolo Plus qui a été mis en place. Alors en plus, elle est bien faite, hein, il y a des jolies couleurs, retentissement psychomoteur, retentissement psychosocial, donc voilà, on a le Graal un peu pour la personne âgée. Mais regardez les items. Hein. Plainte somatique, position antalgique au repos, protection des zones douloureuses, mimique, sommeil, toilette, habillage, c'est examen statique et fonctionnel, ça, hein, d'accord? Mimique, communication, c'est toujours les mêmes items. Voilà, d'accord? Donc, tant mieux, hein, tant mieux. Alors, ce qui est un petit peu différent pour ceux d'entre vous qui sont passés par des services d'urgence, c'est donc pour les douleurs aiguës plutôt, c'est très souvent l'Algo Plus qui, à mon avis, a un intérêt important parce qu'elle est très courte. Donc vous avez 5 items et si vous pouvez cocher oui à au moins 2 sur les 5 items, alors la probabilité pour qu'il y ait une douleur
est importante. Et ces items sont bien détaillés hein, par rapport au visage, froncement des sourcils, grimaces, crispation, par rapport au regard, inattentif, fixe, les yeux fermés, par rapport à la plainte, oui, aïe, j'ai mal, gémissement, par rapport au corps, retrait, protection, attitude figée, au comportement, agitation, agressivité, agrippement. Voilà, c'est assez bien détaillé et paf, on va très vite. Alors ça, pour la douleur aiguë, dans les services d'urgence, par exemple chez nous, c'est ce qui est utilisé dans les services d'urgence. Vous avez quelqu'un qui vient avec une crise et puis vous faites un peu ça, vous dites, bon ben là, oui, il y en a au moins 2, 3 qui cochent, donc on va chercher en plus s'il n'y a pas une douleur qui peut être responsable de ça. Alors, dans la douleur chronique, c'est un petit peu moins précis parce qu'on n'a rien sur les troubles neurovégétatifs, on n'a rien sur le sommeil, on n'a rien sur l'alimentation. Donc, on va pouvoir peut-être avoir des choses qui vont... Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que c'est de la frustration ou est-ce que c'est de la douleur hein, d'accord? Donc là, il y a des choses qui vont passer un peu... On risque d'être un petit peu en défaut par rapport à ça. Mais faute de mieux, quelquefois, c'est pas mal d'avoir un truc rapide comme ça. Hein. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est la douleur chronique, hein, plus que la douleur aiguë. Donc, les Vindol chez les enfants, hein, qui est une échelle utilisée chez l'enfant. Alors là, peut-être que si vous avez lu des choses sur la douleur et l'autisme, vous êtes tombé sur l'ESDA. L'ESDA, elle est, comme c'est une grille qui avait été faite par l'équipe du docteur Saravan, qui est quelqu'un de très très connu, ben, ça a été pas mal diffusé dans les recos et tout. Moi, elle me pose un énorme problème, cette grille. C'est pour ça qu'on ne l'utilise pas. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a que 6 items, et dans leur utilisation, ils disent si vous pouvez cocher oui à au moins 3 des 6, alors c'est qu'il y a une douleur. Mais regardez les items. Comportement modifié par rapport à d'habitude. Mimique, expression du visage modifiée par rapport à d'habitude. Plainte, cri modifié par rapport à d'habitude. Sommeil modifié par rapport à d'habitude. Ben, ils sont tous douloureux, vos résidents. Or justement, nous, c'est bien ça qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que c'est de la douleur ou est-ce que c'est une frustration? Moi, je suis pris en charge dans votre structure. Je mesure 1,20 m, je fais 180 kg, du coup j'ai un léger surpoids, vous êtes d'accord hein. Du coup, j'ai un régime hypocalorique, j'ai des haricots verts. Mon copain, il a frites. Comportement modifié par rapport à d'habitude, mimique, expression de visage modifiée, plainte, cri. Mais ce n'est pas de la douleur, c'est de la frustration. Or moi, justement, c'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Donc, je pense qu'avec une grille comme ça, ben, on va faire des excès d'identification de la douleur. C'est-à-dire qu'on va se lancer dans plein d'examens alors que c'est peut-être juste une frustration. Donc, c'est ça qui me pose problème. Voilà. Donc, nous, on a décidé de ne pas l'utiliser. Dans le cadre souvent de la neuropédiatrie ou de l'enfant polyhandicapé, dans les SSR pour enfants avec déficience, c'est surtout la FLAC qui est utilisée. Donc ce sont des termes anglais qui veulent dire visage, jambes, activité, cri, consolidabilité. Et plus vous êtes dans la colonne 2, et plus la probabilité pour qu'il y ait une douleur est importante. Il y a un feuillet d'explication, moi je trouve que c'est pas mal. Dans ces services-là, en général, c'est celle-là qui sort du lot. Donc, si vous allez travailler dans les services-là, c'est possible que vous la retrouviez. Voilà. Alors, nous, avec le collectif douleur, on en a développé une autre, enfin, choisi une autre qu'on a un tout petit peu modifiée. On a choisi la Jedi. Alors, rien à voir avec Star Wars, hein, c'est grille d'évaluation de la douleur, déficience intellectuelle. C'est une grille qui a été développée d'abord, c'était une grille anglophone, faite au Canada, qui a été traduite et revalidée par les équipes en France. Il y a 14 équipes qui ont travaillé dessus pour la revalider en français, et dans le cadre de la déficience intellectuelle. Pourquoi est-ce que nous, elle nous plaît, cette grille-là? Alors vous avez compris que ce n'est pas à cause des items, les items, on les retrouverait dans les autres grilles, hein, ce n'est pas ça le problème. Ce qui nous a beaucoup plu dans cette grille, c'est le mode le mode de cotation. Mon 0, 1, 2, 3 ne correspond pas à l'intensité du trouble, mais à sa fréquence. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, si vous faites une grille qui code 0 ou 1 chez des personnes autistes, eh bien, vous êtes vachement emmerdé. Saute partout, oui ou non? Crie, oui ou non? Ben, ça ne suffit pas parce qu'il y a des gens qui vont très bien, qui sautent partout. Il y a des gens qui vont très bien et qui crient. Donc, en fait, on est vraiment très, très emmerdé. Donc là, on va être soulagé de ça. Alors, dans la déficience intellectuelle, juste déficience intellectuelle,
la façon de l'utiliser, c'est que vous faites votre score sur une observation d'un certain temps et vous obtenez un score. Si vous êtes entre 0 et 6, ben, a priori, il n'y a pas de douleur. Entre 6 et 10, ça commence à être suspecté. Et au-dessus de 10, il n'y a plus beaucoup d'hésitation. Comment on fait, nous, et qu'est-ce qu'on a modifié de cette grille-là on est en train de la revalider parce que on nous a demandé pour les articles là, de la revalider alors que ça ne changera rien. Hein. Dans le cadre de l'ETSA, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la même chose, sauf que notre 0 à nous, ce n'est pas le 0 de la grille, c'est le 0 du patient. C'est-à-dire qu'on fait une grille de base à quelqu'un qui est supposé aller bien, parce que ses comportements, c'est comme d'habitude, parce qu'il est dans l'apprentissage, il n'y a pas de régression. Bon, les journées se passent comme d'habitude, donc on va faire une grille qui va nous servir de base. En général, les grilles de base, on trouve entre 5 et 15, au début on surcote un peu, mais voilà. Donc on va partir, mettons le petit Pierre, on a fait une grille de base, on a trouvé 10. Et puis, quelque temps après, il a des troubles du comportement et on ne comprend pas pourquoi il a des troubles du comportement. On n'a pas de choses évidentes. Du coup, on va se poser la question, mais est-ce que c'est une douleur ou est-ce que ce n'est pas une douleur à l'origine du trouble du comportement? Donc on va refaire une grille et on va regarder par rapport à 10, puisque c'était pour lui 10. Hein, est-ce qu'on est à 11, 12, 13, 14, 15 a priori, ce n'est pas de la douleur. Et 16, 20, 30, a priori, c'est de la douleur, puisqu'on est à plus 6 par rapport. Mais c'est très individuel encore. Hein, c'est comme quand vous faites... Pour savoir si quelqu'un a grossi ou amaigri, ben, il nous faut un poids de base. Ben là, c'est pareil, il nous faut une grille de base. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Hein. Et puis, on a juste modifié, c'est pour ça qu'on doit revalider, il y a auto-agressivité et hétéro-agressivité qui n'apparaît pas dans la JEDI initiale et qu'on a rajouté en supprimant 2 autres items pour qu'il n'y en ait pas plus. Mais en fait, on sait que ça va être valable quand même parce que les Italiens, ils utilisent cette grille depuis longtemps et ils ont supprimé 10 items de cette grille en montrant que c'était toujours valable. Hein. Donc, on est tranquille là-dessus. Il faut aller, donc plus elle est faite sur un temps long d'observation et plus elle va être fiable. Si vous faites cette grille-là au moment de la crise, ça ne vous donnera pas l'info si c'est de la douleur ou pas, parce que pour la frustration, ce sera pareil. D'accord ? Donc au minimum une demi-journée, si possible une journée complète. Et on va regarder, j'ai mis ce plein un petit peu dans la journée. 1, pleure pas du tout, crie 3. Crie 3. Ça ne veut pas dire qu'il a mal, ça veut dire qu'il a crié toute la journée. C'est tout. D'accord ? Hein ? Okay. Le thermomètre qui vous dit 42 fièvre, il vous dit 42 fièvre. Il ne vous dit pas méningite, pyélonéphrite, angine. D'accord ? Ça ne fait pas le diagnostic. Donc nous, on va chercher des tas d'associations de choses pour nous dire douleur ou pas douleur, hein, mais ça ne donnera pas le diagnostic, par contre. Okay ? Donc il faut aller très vite. Hein. Si vous me dites, ben, moi j'utilise la grille, je mets une demi-heure pour la remplir, je vous l'arrache des mains sans vous dire merci, je la déchire, je la mets au panier. Si vous me dites j'ai mis 5 minutes pour la remplir, je dis ah, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que vous ne vous êtes pas arrêté pour interpréter. Froncement de sourcils, ouais, mais tu sais, il y a un peu de soleil en ce moment. Mais c'est pas ça qu'on vous demande. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait des froncements de sourcils sur les 5 ou 6 heures où vous avez été présent, etc. Voilà. On ne cherche pas la cause. Hein. Il y a des fois on aura, d'autres fois on n'aura pas, etc. Et voilà. Donc on va très vite, on n'interprète pas. Comme on a 6 points de tampon, en gros, si on demande d'être seulement 2, pas plus que 2 pour la remplir, hein, pour aller très vite. Si vous dites, ouais, moi je mets 1, toi tu mets 2, non, allez-y, parce qu'il y a 6 points. Vous avez trouvé 10, 2 autres collègues ont trouvé 12, c'est pareil. Hein, il faudrait qu'il y ait 6 points d'écart pour que ce soit différent. Donc c'est pareil. Hein. Petite parenthèse d'ailleurs, ces fameuses échelles d'auto-évaluation de 1 à 10 qu'on vous donne, là, où on vous dit, sur une échelle de 1 à 10, vous vous cotez combien? En fait, la validation pour que vous alliez mieux ou que vous alliez moins bien, c'est 3 points. Si moi, je me cote à 8, il y a une infirmière qui vient, qui me donne un antalgique et qui revient 1 heure après en me disant « Est-ce que ça va mieux ?» Ouais, je me cote à 7. En fait, la douleur, c'est la même. Je me sens mieux parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de moi, mais il faudrait que j'ai moins de 6 pour que la douleur soit apaisée. Hein. Bon, nous, c'est nos 6 points. C'est notre tampon. Hein. Rappelez-vous que c'est subjectif. Rappelez-vous que ça dépend aussi de nous. Hein. D'accord ? Donc, on va très vite, on n'interprète pas, hein, et on compare avec la grille de base. D'accord ? Si on n'a pas de grille de base, tout ça, vous pourrez, dans la fiche d'utilisation de la grille que vous pouvez télécharger sur le site internet du CIRA, vous avez tout ça. Hein, d'accord ? Si on n'a pas de grille de base, eh ben, on fait comment ? Vous avez quelqu'un qui vient, on a fait la grille et puis on a trouvé 15.
on est dans la fourchette attendue de ceux qui n'ont pas mal. Nous, ça fait plus de 10 ans qu'on l'utilise, donc on a un peu d'expérience. Hein. Donc on va se dire, a priori, c'est pas de la douleur. Mais c'est qu'un a priori, parce que supposons que sa grille de base, elle soit à 4, 15, c'est de la douleur. Mais on ne l'a pas. Hein, voilà. Donc on va quand même, après, c'est la clinique qui prime, hein, d'accord ? Par contre, si vous n'avez pas de grille de base et que vous en avez un qui vient avec une grille très bien faite, de personnes qui connaissent bien le résident, ou la personne qui l'ont fait sur un temps long, qui ont été chercher l'info quand il est chez le kiné, parce que c'est comme d'habitude, etc., eh bien, si vous trouvez 30, 35, a priori, c'est de la douleur. Voilà. Donc on fait comme ça quand on ne sait pas. Alors après, quand on fait des grilles de base, ce sont des grilles supposées de base, parce qu'on n'en sait rien. Et ce qu'on retrouve très souvent dans les structures quand on va former les professionnels, c'est qu'ils l'ont fait, bien fait, et toujours, enfin, presque toujours, ils ont trouvé ce qu'on a dit, c'est-à-dire des grilles de base autour de, mettons, pour être très large, inférieur à 20 mètres. Et il y en a un, alors que tout a été bien fait, on trouve 30. Eh bien, très certainement que c'est quelqu'un qui est douloureux depuis longtemps, mais on s'est habitué à ces troubles du comportement, on a suradapté les prises en charge, du coup, il est à 30, mais il est douloureux, en fait. Hein, d'accord ? Donc ça c'est des gens qu'il faudra bien prendre en charge, et le 30 ne correspondra pas à sa grille de base, hein, ça correspond à sa grille de douleur, il faudra refaire après pour essayer de trouver la grille de base. Donc, on est deux, on va très vite, on n'interprète pas, et on essaye de comparer avec la grille de base quand on en a eu. Tout le monde peut la remplir, hein, c'est pas réservé aux médecins, à l'infirmière. La douleur, elle appartient à celui qui a mal et à ceux qui s'en occupent. Donc les parents sont légitimes, les éduques, les AES, tous ceux qui sont proches sont légitimes pour ça, hein, d'accord ? Ça c'est très important, ça doit nous orienter, aider notre intuition en disant « ouais, là je suis d'accord que c'est une douleur » et en plus j'ai un outil d'hétéroévaluation qui est imparfait, mais qui va nous aider aussi à compléter ça. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que la douleur, c'était subjectif. Et il y a une belle étude qui a été faite il y a assez longtemps maintenant, hein, qui avait été faite dans un service d'AVC, qui montrait que les soignants douloureux, ceux qui eux-mêmes ont fait l'expérience de la douleur, ils ont tendance à surcoter la douleur de leurs patients. Et inversement, ceux qui sont déprimés, burn-out, ils ont tendance à sous-coter la douleur de leurs patients. Donc, c'est un service d'AVC, un stroke, c'est AVC. Donc il y avait une personne qui a fait une hémiplégie très très douloureuse, douleur neuropathique maximale, il sonne, il y a un soignant du groupe douleur qui arrive et qui dit qu'est-ce qui se passe, j'ai très 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 mal, ouais, je comprends, enfin, vous avez fait un AVC, c'est vachement, puis les douleurs neuropathiques on connaît ça probablement, quoi, 8 sur 10, ouais 8 sur 10, ok. Le même patient sonne, il y a un soignant du groupe dépression, burn-out, et il dit j'ai très très mal, ouais, enfin, en même temps vous avez fait un AVC, hein, on a un peu tous nos problèmes quand même, hein. 5 sur 10, le même patient. Donc, quand vous allez vous mettre à deux pour remplir la grille, vous ne prenez pas 2 hyperalgiques et 2 déprimés, vous vous mélangez entre vous, parce qu'on sait toujours qu'il y a un petit peu... Voilà. Mais ça, c'est une boutade pour dire que c'est des outils qui nous aident. Ce n'est pas des outils parfaits quand même. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est important. Et puis, il faut prendre son temps, et quand on le répète souvent, on finit par... nous, on l'utilise depuis plus de 10 ans avec le collectif douleur, et vraiment, ça nous rend énormément service. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Quand on ne comprend pas. Alors évidemment, vous avez une jeune fille, tous les mois, au moment de ses règles, elle a un énorme trouble du comportement. Mais on n'a pas besoin de grille douleur. Elle a des règles douloureuses et puis on prend ça en charge. Hein. Vous avez un gamin qui a un chicoro comme ça, qui a des gros troubles du comportement. On n'a pas besoin de grille douleur, on l'emmène chez le dentiste, etc., etc. C'est quand on ne comprend pas ce qui se passe. Quand on ne comprend pas ce qui se passe. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose importante. Lorsque on dit, bon là, ça y est, on est persuadé que les comportements problèmes auxquels on assiste, c'est lié à la douleur, mais on n'a pas d'orientation. Alors, l'erreur, on entend ça quelquefois, on n'a qu'à lui faire un scanner corps entier, comme ça on verra bien. Alors, ce serait vraiment une très très mauvaise idée. Parce que là, si on s'amusait à faire un scanner corps entier à tout le monde, on est à peu près sûr de trouver des trucs. Une petite kyste, une petite adénopathie, une petite tache quelque part. Et on fait quoi maintenant? Et je fais quoi si ce n'est pas pathologique? Je vais aller faire des ponctions? Vous vous rendez compte un peu à quoi ça peut entraîner? Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée. Par contre, ce qu'on a repéré quand même dans cette population-là, il y a quand même 2 choses qui sont extrêmement plus fréquentes, mais largement plus fréquentes que tout le reste. Ce sont
les problèmes dentaires et les problèmes digestifs. Les problèmes dentaires, d'abord parce que les dents, c'est très innervé, donc ça fait vite mal. Hein. Deuxièmement, l'hygiène bucco-dentaire dans cette population-là, c'est pas facile. Surtout si vous les avez adultes et que ça a été très difficile à mettre en place, voire pas du tout quand ils étaient enfants. Hein. Donc là, vraiment, c'est le deuxième problème. Tout ça s'ajoute, c'est pas où. Hein. Ensuite, est-ce que je vais trouver un dentiste? Est-ce qu'avec Andident, Diconsult, tout ça, je vais avoir une place assez rapidement? Compliqué, compliqué. Ça y est, j'ai trouvé le dentiste super militant, il veut bien le prendre. Mais est-ce que je vais réussir à amener la personne jusqu'à son fauteuil dentaire? Parce que là, en termes de sensorialité, c'est pas mal. Hein, les odeurs, le bruit, la lumière, vous avez tout. Hein, d'accord? Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de choses. Ensuite, ce que vous savez peut-être moins, c'est que lorsque vous prenez des médicaments, et en particulier des psychotropes, comme très souvent ces personnes-là adultes, vous modifiez l'acidité de la salive. Et si vous modifiez l'acidité de la salive, vous allez sélectionner certaines bactéries par rapport à d'autres, donc qui vont se trouver en excès, et les caries, ça vient des bactéries. Hein. Donc vous favorisez les caries. Et quand vous allez dans un hôpital psychiatrique, que vous voyez des jeunes psychotiques avec plein de neuroleptiques et qui ont des dents pourries, c'est pas que à cause du tabac, hein. C'est aussi à cause des médicaments. D'accord? Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en plus, renforçateur positif qui marche bien, c'est bonbon coca. Allez, boum, 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 vous avez tout. Là, vous avez la totale. Donc les dents, c'est la première chose à faire. Tout ce qui est éducation pour bucco-dentaire, tout ce qui est prévention, tout ça, c'est fondamental, fondamental, fondamental. Et puis les deux autres choses ensuite, c'est le tube digestif, avec deux pathologies qu'on revoit extrêmement fréquemment dans le cadre de la douleur, c'est le reflux gastro-œsophagien et la constipation dont j'ai parlé. Hein. D'ailleurs, le reflux gastro-œsophagien, la nuit, ça peut entraîner une irritation, une modification de la salive et aussi des gingivites, des choses comme ça. On voit ça. Hein. Quelquefois, vous avez même des enfants ou des adultes aussi hein, qui font un méricisme, ils vont faire remonter comme pour se faire vomir. Hein. Et ça, eux, c'est probablement quelque chose d'un peu sensoriel, sauf qu'ils se font une œsophagite, qu'ils se font des irritations, donc ça va aussi entraîner des douleurs, et ça, c'est vraiment très, très ennuyeux. Vous avez vu comment ils mangent? En 3 minutes, le repas, il est plié, ensuite, ils ne mâchent pas, hein, d'accord? Donc ça peut aussi participer hein, à ça. Et pareil pour la constipation. Hein. La constipation, d'abord, je n'ai pas mon schéma corporel, donc je ne vais pas être capable de faire le lien entre j'ai mal au ventre et j'ai besoin d'aller aux toilettes. En plus, les 5 fruits et légumes par jour, c'est vachement bien, mais au niveau sélectivité, c'est pas mal non plus. Hein. Moi, j'accompagne une famille dont l'enfant ne mange que des cordons bleus d'une seule marque. Ah quand ils sont en rupture de stock, je peux vous dire que c'est la galère. Même quand ils ont gardé l'étui pour en mettre d'autres dedans. Donc c'est des choses qu'on peut voir, ça aussi, hein, où je mange que quand il y a du ketchup, quel que soit le truc. Donc vous voyez, il faut qu'on jongle tout le temps, et donc quelquefois il n'y a que des féculents, il n'y a jamais de légumes, des trucs comme ça. L'hydratation, hein, c'est... nous on pense aller boire de temps en temps. Là, si vous n'allez pas donner à boire, ils ne vont pas boire. Hein. Donc il faut être très très vigilant sur l'hydratation. L'activité physique, hein, c'est très important. Il y a beaucoup de structures maintenant où il y a des appâts, donc c'est vraiment bien. C'est des gens qui vont aller faire du mouvement. Ça, c'est très, très important. Hein, parce que ça participe aussi à la prise en charge de la douleur en général. Hein, mais là, on parle de la constipation, c'est très important. Vous savez que votre intestin, il est mobile, ce qu'on appelle le péristaltisme intestinal. Et c'est à cause de ça que vous n'êtes pas constipé, parce que ça fait avancer le bol alimentaire. Ce n'est pas vous qui commandez, hein, c'est automatique. Voilà. Lorsque vous prenez un médicament psychotrope, vous bloquez la motricité intestinale. Pour les morphiniques, ça fait pareil. C'est pour ça que ça constipe. Et alors, on a ce paradoxe, quand on travaille dans une unité d'hospitalisation, par exemple, qui accueille des personnes dont vous avez la charge, et que vous vous en percevez que le seul traitement, si besoin, en cas de gros troubles du comportement, c'est un psychotrope. Mais si ce trouble du comportement, il est lié à des douleurs abdominales et une constipation, le fait de mettre un psychotrope l'aggrave, hein, puisque vous allez bloquer encore plus son intestin. D'accord ? Donc il faut avoir beaucoup moins peur de mettre un laxatif tous les jours que de se dire, de toute façon, s'il a un trouble du comportement, je vais le bourrer de neuroleptiques, ça va le calmer. Parce que ça, on l'aggrave. Et c'est quelquefois
C'est un changement de culture, quelquefois. Moi, je travaille avec un vieux psychiatre qui était avec moi, là, qui est un type remarquable, qui est très ouvert et tout. Mais la première fois que j'ai fait le tour avec lui, il y avait une personne pour laquelle on était sûr qu'il y avait un gros fécaloctéra, qui avait d'énormes troubles du comportement parce qu'elle avait très mal. Et il dit, bon, on va mettre 100 mg de Loxapam. Je dis, non, 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 on va le bourrer de laxatif. T'es sûr? Non, tu vas quand même pas lui donner 3 lactuloses. Alors lui, ça lui posait pas de problème de mettre 100 mg de Loxapam, mais ça lui posait problème d'avoir 3 lactuloses. Donc c'est pas la même culture non plus, quoi, qu'il faut absolument se partager un petit peu les champs là, en se disant attention, attention. Et les gastro-entérologues sont très clairs d'ailleurs. Hein, il faut avoir beaucoup plus peur d'une constipation opiniâtre que d'avoir un petit laxatif léger, type macrogol ou lactulose en continu, qui va permettre de réactiver un petit peu cet intestin le temps qu'on arrive à adapter l'alimentation, l'activité physique, l'hydratation. C'est pas grave si vous êtes avec du Dufalac tous les matins et que vous alliez bien. Moi, je préfère ça que d'avoir une tertiaire nauséinant, etc. On continue. Hein, voilà. Dans le cadre de la douleur, on parle. Hein, okay. Donc là-dessus, faut vraiment être très attentif. Le suivi des selles. Hein, dans une structure médico-sociale, il faut absolument qu'il y ait une fiche de suivi des selles. C'est obligatoire. C'est obligatoire. D'accord? Parce qu'on résout tellement de problèmes juste avec ça. Hein. C'est vraiment... Moi, j'ai eu un jeune en consultation de douleur, IM-Pro, un jeune qui était en amendement Creton. Ça veut dire qu'il avait dépassé l'âge, mais qu'il n'y avait pas de place en structure adulte. Donc, il est resté, il avait 25 ans quand même, hein, dans une structure pour enfants. Et ça ne se passe pas bien. Il est en internat de semaine et le week-end à la maison. Et là, la famille est très inquiète parce que la structure dit on va l'exclure parce que vraiment, il devient très violent avec les autres. En plus, c'est le plus grand. Ça fait très longtemps qu'il est là, on comprend qu'il en est marre, etc. etc. Bon, ok. Alors, il y a d'abord une grosse augmentation des psychotropes parce qu'il est très violent. Bon, ça ne change rien du tout. Donc, il déboule finalement à la consultation douleur. Et puis, comme toujours, moi, je fais un peu le tour des choses. Et je demande à la structure comment ça se passe. Nous, c'est vraiment très violent, il faut du 1 pour 1. Surtout en fin de semaine. Début de semaine, ça va à peu près, mais en fin de semaine, c'est catastrophique, etc. Le vendredi, on prie que les parents, ils n'arrivent pas trop tard parce que sinon, ça va exploser, etc. Et vous, les parents, comment ça se passe? Nous, quand on le récupère, il est un peu haut dans les tours, mais il va tout de suite dans sa chambre qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Et à côté de sa chambre, il y a les toilettes qu'il connaît depuis qu'il est tout petit. Il va aux toilettes et il bouche les toilettes tellement il se vide. Et vous, dans la structure, du lundi au vendredi, il ne va pas aux toilettes. Hein. Ah, peut-être qu'on pourrait s'intéresser à ça. Non, mais ça, c'est depuis tout le temps. Mais c'est justement parce que c'est depuis tout le temps que maintenant c'est douloureux. Parce qu'il s'est sensibilisé à la douleur. D'accord? Et alors, en plus, on a rajouté des psychotropes, ce qui l'a encore plus bloqué. Alors, le problème, c'est qu'il est autiste. Donc, ça ne suffit pas de lui dire, bon, allez, maintenant, tu vas bien faire caca le lundi, le mardi, le mercredi. Non, ce n'est pas dans son rituel, ça. Hein. Donc, il a fallu pour lui mettre en place des traitements que je ne vous souhaite pas d'avoir, hein, des traitements qu'on met pour avoir une coloscopie comme ça. Moi, je mets de l'X-Prep parce que ça se boit dans un verre, 3 fois par semaine. Je vous jure que si je fais ça, là, je ne peux plus mettre les pieds à Strasbourg après. Hein, c'est vraiment... c'est très, très inconfortable. Hein, d'accord? Alors, les parents m'en ont voulu beaucoup pendant 3 semaines parce qu'il est devenu incontinent alors qu'il était propre. Hein, mais pendant ce temps-là, les éduques lui ont dit tu vois que c'est possible de faire caca ici. Allez, viens, on t'emmène sous la douche. Et puis petit à petit, ils ont réussi à l'emmener au WC régulièrement. Aujourd'hui, il est toujours en amendement Creton, mais il va 3 fois par semaine dans la structure aux toilettes. Du coup, il a beaucoup moins de troubles du comportement. Du coup, on a pu beaucoup baisser les psychotropes. Du coup, il a remis en place son intestin. Du coup, on a pu baisser les laxatifs. Mais vous voyez, tout se tient. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, il faut être très vigilant sur le suivi du transit. Hein. Ça, c'est très important. Alors, après, tout le reste existe. Hein. Il n'y a pas de maladie réservée aux personnes autistes. Hein. On est d'accord. Règles douloureuses. Si dans une famille, tout le monde est migraineux, le gamin, il a le droit d'être migraineux aussi. Hein. On parlait avec un collègue là, chez l'enfant, c'est souvent digestif, hein, donc c'est pas forcément des maux de tête, mais il faut y penser. Hein. Moi, je me suis fait avoir une fois hein, avec un jeune qu'on recevait, on n'arrivait pas bien à comprendre, puis un jour, il vient en consultation, le papa vient tout seul, il vient pas avec la maman. Et je me dis, tiens, mais d'habitude, votre femme vient, ouais, mais vous savez, elle est très migraineuse. J'avais oublié de poser la question, hein, d'accord? Voilà, donc il faut vraiment regarder tout le champ. Alors là, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que il faut faire attention
au mode. Dans la douleur, en général, dans les consultations de douleur chronique, nous, on a très souvent affaire à des gens qui, comme on est... La douleur chronique, c'est des gens qui souffrent depuis longtemps, pour lesquels on n'est pas très très performant, on accompagne, etc. Du coup, les gens, ils vont voir tout ce qui se passe sur Internet, ils vont voir le guérisseur du coin, ils vont voir le rebouteux de je sais pas quoi, tous les trucs un peu parallèles, y compris de l'ésotérisme. Alors moi, ça me pose zéro problème si c'est pas dangereux et si c'est pas cher. Parce que ça peut avoir un effet placebo qui peut être intéressant. Mais il ne faut pas que ce soit dangereux et il ne faut pas que ce soit cher. D'accord? Et le problème, c'est qu'il y a des modes qui se sont faites. Alors peut-être que vous avez entendu parler chez les personnes TSA de la mode des régimes. Ah ouais, il faut qu'ils soient sans gluten, sans caféine, sans caséine, sans protéines de vache, sans lactose. Et on a donné des régimes comme ça. Et on voit ça dans des revues quelquefois. Hein. Alors ça a été super bien étudié, ça. Ça a été super bien étudié. Vous avez effectivement des personnes TSA qui peuvent être sans gluten. Vous avez effectivement des personnes TSA qui peuvent être sans protéines de vache, sans lactose. Mais ce qui a été bien montré, c'est que ce n'est pas plus que dans la population générale. C'est pas plus que dans la population générale. Donc, hors de question d'aller faire un régime, machin. Et si vous tombez sur quelqu'un qui dit « mais je veux absolument faire ça », alors soit vous faites les tests, puisque les tests existent, soit vous dites « bon, on va enlever le lactose pendant 1 mois, 2 mois, voilà, ou alors le gluten pendant 1 mois, puis on va remettre si jamais ça ne change rien. Hein, d'accord ? Mais surtout, on ne va pas faire d'emblée des régimes comme ça qui servent à rien, mais à rien du tout. Et si lui, il a besoin, ok, lui, ce sera ok pour lui, mais pas pour lui. D'accord ? Ça, c'est très important. Vraiment, c'est très important. Alors après, si vous tombez sur une famille ayatollah du sans gluten, il bouffera sans gluten, c'est pas très grave, mais ça sert à rien, en fait. D'accord ? Donc là, soyez très rassurants par rapport à ça. Et puis surtout, alors moi, j'ai eu une fois en consultation une maman qui est venue avec son enfant et avec gros troubles du comportement. Et elle était désespérée, la maman, parce qu'elle m'a dit, pourtant, je vous jure, je fais tout ce qu'il faut. Hein. Il est sans gluten, sans caféine, sans caséine, sans protéines. Mais comment elle fait les courses? C'est impossible. Qu'est-ce qu'il mange, le gamin, quoi? C'est épuisant. Donc, on fait pas ça. Et si on veut absolument faire une éviction, on les fait une par une, et puis on remet après. Hein, d'accord? Et on essaye de dire aux gens, écoutez, pour l'instant, il y a absolument pas plus de maladies de cœliaque chez les autistes que chez les autres. Donc, pas de lien de cause à effet. Si on a un doute, on regarde, et puis on fait les tests et on regarde. Deuxième mode, alors très très à la mode en ce moment, peut-être que vous avez entendu parler de ça, c'est l'histoire du microbiote intestinal. Ça, c'est très à la mode. Donc vous avez dans votre intestin des bactéries qui forment votre flore intestinale. Tout ça, ça forme ce qu'on appelle le microbiote intestinal. C'est normal. Mais ce microbiote peut être anormal et entraîner ce qu'on appelle une dysbiose, une anomalie du microbiote intestinal. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la dysbiose? Vous avez des réactions toxiques au niveau digestif, des bactéries entraînent une toxine, ça fait une réaction inflammatoire, et il y a une réponse immunitaire de l'organisme pour essayer de lutter contre ça. Les médecins gastro-entérologues qui s'occupent des MICI, maladies intestinales chroniques inflammatoires, la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, l'intestin irritable, ils s'intéressent de très très près à la dysbiose, donc à l'anomalie du microbe, parce qu'aujourd'hui, il y a des liens tout à fait avérés entre une dysbiose et ces maladies-là. Donc les gastro-entérologues sont un peu en pointe là-dessus, par rapport à ça. Mais ils sont encore dans la recherche. Ils sont encore, ça y est, on sait que ça peut entraîner ça, mais comment on va faire? Voilà. Par contre, ce qu'ils nous ont bien dit, c'est que aller faire des analyses, vous, comme ça, en clinique, pour savoir si vous avez une dysbiose et qu'est-ce que je vais faire, ça n'a pas de valeur clinique. C'est pas comme l'infection urinaire, je vais doser mes urines, je regarde s'il y a des protéines, enfin des bactéries qui ne devraient pas y être, etc. Là, pour l'instant, on ne sait pas. On a des bactéries, on a des champignons, mais on ne sait pas vraiment si elle doit être là, pas être là, en quelle quantité. Alors il y a eu le problème que certains médecins, dont un dans la Drôme en particulier, qui normalement devrait être interdit d'exercer aujourd'hui, ça a été prononcé, il dit aux parents, vous avez un enfant autiste, on va lui doser le microbiote intestinal parce qu'il est probable qu'il ait une dysbiose intestinale. Donc il trouve des bactéries qui n'ont pas de validité clinique, et il dit aux parents, regardez, il y a telle bactérie, tel champignon, hop, et il met les gamins sous antibiotiques pendant 3 mois renouvelables. Et il dit aux parents, je l'ai entendu 2 fois, moi. Dommage que vous ne l'ayez pas amené quand il avait 2 ans, je l'aurais guéri de l'autisme. Alors là, les parents, ils commencent à avoir les boules, en disant, quelle culpabilité. Alors, que vous me disiez, mon enfant, il est autiste. Bon, ça, c'est possible. Que vous me disiez, en plus, il a une dysbiose intestinale. Ça, c'est possible.
Que vous me disiez, à cause de ça, il a mal au ventre. Ça, c'est possible. Que vous me disiez, il est autiste, il a une dysbiose, il a mal au ventre, du coup, il a des troubles du comportement. Mais je suis d'accord. Point. On ne va pas le mettre sous antibiotiques. C'est un crime de faire ça. Et puis, ce n'est pas à cause de ça qu'il est autiste. D'accord? Donc, il faut rassurer les parents par rapport à ça, parce que ça, enfin, on le lit. Je ne sais pas si vous entendez ça, mais on le lit. Alors maintenant, on peut le faire en Suisse, tout ça, mais c'est quelque chose qui n'est absolument pas validé. Alors, je vous parle, je ne sais pas dans 5 ans ce qu'on dira, mais à l'heure où je vous parle, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Nous, on en a récupéré 2 qui avaient été longtemps sous antibiotiques, qui avaient une mycose digestive. Et bien là, je peux vous dire que pour se séparer de ça et pour faire nourrir l'enfant, c'est très, très difficile. Très, très difficile. Donc, rassurez les parents en disant non, pour le moment, c'est un truc qui n'est pas vraiment validé. Il peut y avoir des troubles du comportement parce que ça fait mal au ventre, mais ça, c'est ce dont on parle aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Mais si jamais il y a une dysbiose, ça ne va pas être avec les antibiotiques qu'on va s'occuper de cette histoire-là. Hein. Il y a d'autres techniques. D'ailleurs, les gastro-entérologues, ils ont même été jusqu'à faire des greffes fécales, quelquefois, des choses comme ça, probiotiques, prébiotiques, mais ils ne mettent pas sous antibiotiques. D'accord? C'est vraiment une grosse anomalie. Il ne faut pas faire ça. Et puis, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est par rapport aux modes qu'on peut entendre, c'est l'histoire du CBD. Hein, peut-être vous avez entendu parler de ça. Donc cannabis thérapeutique, CBD plus précisément. Donc il y a d'énormes modes dans la douleur en général. Alors dans la douleur, je parle de la douleur, c'est mon domaine. Hein. Et bien en fait, ça a plutôt été essayé dans la douleur neuropathique, où il y a eu des effets mitigés pour le CBD, pas très bon, pas très bon. Par contre, ce qui est validé, c'est dans le cannabis thérapeutique dans lequel il y a un peu de THC, hein, c'est dans l'épilepsie rebelle. Dans l'épilepsie rebelle, il y a une indication tout à fait validée avec des médicaments qui existent, et vous avez des enfants qui ont des épilepsies rebelles, ou des enfants ou des adultes, et qui ont du cannabis thérapeutique. Ça pose 0 problème. Hein, d'accord ? Puis, il y a des essais en ce moment qui se font sur la sclérose en plaques, enfin, les maladies neurodégénératives par rapport... Mais ce n'est pas du vrai, enfin, c'est pas du CBD pur, il y a toujours un mélange de THC avec. Hein, d'accord ? Alors le CBD il peut être donné quelquefois en soins palliatifs, parce qu'il y a toujours 0,01% de THC, donc ça fait un mieux-être. Mais en termes de douleur, pour le moment, ce n'est pas merveilleux. Donc ça ne fait pas partie des indications pour le moment. Peut-être qu'il y aura des molécules différentes qui vont sortir, des choses particulières, mais ça ne fait pas partie des choses. Alors je sais qu'il y a une étude en cours sur les troubles du comportement chez les personnes TSA et le CBD, mais bon, je n'ai pas de résultats là-dessus. Il faut se méfier un peu des trucs miracles en médecine. Hein. Quand la morphine a été découverte, on a dit ça y est, plus personne n'aura jamais mal parce qu'on a trouvé la morphine. Il y a des gens qui ne supportent pas la morphine, il y a des douleurs neuropathiques qui ne répondent pas à la morphine, etc. etc. Donc, okay. Donc vous voyez, on n'a pas de produit miracle, hein. Ça, je pense qu'on n'aura pas. Okay. Je vais vous montrer une petite vidéo qui est très courte. Je vous donne le contexte pour que vous puissiez ensuite répondre aux questions que je vais vous poser. La première, c'est un enfant, TSA, déficience modérée, très gentil, 9-10 ans je crois, qui est à domicile et qui va 1 heure par semaine chez l'orthophoniste, et il a horreur d'aller chez l'orthophoniste. Il y a des crises, il déambule dans tous les sens, ça ne se passe pas bien. Bon, mais la mère, elle commence à s'habituer. Mais ce qui inquiète la maman maintenant, c'est qu'il a des troubles aussi quand il n'est pas chez l'orthophoniste. Quelquefois plusieurs fois par semaine, quelquefois plusieurs fois par jour. Et c'est ça qui est nouveau. Mais la maman, elle en a marre parce que son gamin est très très gentil. Du coup, à chaque fois qu'elle l'emmène chez son médecin, le gamin, il s'allonge sur la table d'examen et il attend qu'on l'examine. Elle a de la chance, hein, d'accord ? Et du coup, à chaque fois, on lui dit « Non, mais madame, regardez, je peux le toucher, tout ça, t'as mal, j'ai pas mal, machin. » Mais la mère est quand même très inquiète. Donc, elle est venue avec une vidéo qu'elle a faite. D'ailleurs, quand elle est venue, elle me dit « Est-ce que j'amène mon gamin ?» Quand même, un peu. Et du coup, elle m'a autorisé à vous montrer cette vidéo. C'est ce qu'on va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'on observe? Plusieurs automutilations. Hein, ici, je me tape les cuisses, me griffe, et puis je me pince les mamelons. Hein, c'est ça? Et si vous êtes très vigilante, on la reverra tout à l'heure,
il ne se passe pas la même chose quand je me tape les cuisses et que je me griffe et que je me pince les mamelons. Quand je me tape les cuisses et que je griffe, là, quand il se fait ça, il continue à s'agiter, à crier. Quand il se pince les mamelons, eh ben, on a le droit à 2-3 secondes de... Tapez-vous les cuisses, tordez-vous les mamelons, ça fait pas mal du tout pareil. Ça fait super mal. C'est ce que faisait le SAMU avant, vous savez, quand il y avait quelqu'un dans la rue inanimé. Donc là, il n'était pas mort. Donc, maintenant, ils font plus ça. Hein, ouais. Et alors, on voit bien donc que là, effectivement, ils cherchent vraiment à se faire mal. OK. Première observation. Quoi d'autre? Il crie. Voilà. Il crie, il gémit. Voilà. OK. Ça, c'est un autre signe. Ouais, on va appeler ça, voilà. Il se contracte. Voilà, il se contracte. Voilà. Non, je vous demande pas s'il a mal ou pas. Je vous demande qu'est-ce qu'on voit. Ah, voilà, des contractions. Voilà. OK. Contractions. Voilà. Il se tend beaucoup. OK. Ouais, au niveau du visage, il y a des grimaces, quelquefois le regard figé, quelquefois comme ça. Pareil au niveau de la bouche, hein. OK. Ben là, il regarde la maman, c'est la maman qui filme avec son portable, ouais. Et avec un regard un peu apeuré, là, ouais. La respiration, il bloque sa respiration. Voilà. Alors là, on ne voit pas très bien parce que c'est agrandi. Il y a aussi une modification de la couleur de peau au début, hein, avec de la transpiration. Alors, à la fin de la crise, c'est l'agitation, on est d'accord. Mais là, dès le début, on a ces troubles-là. Je vous remontre ça. Donc là, il tape, il crie. Il a mal ou il n'a pas mal? Il n'y a aucun doute sur la douleur. Voilà, là-bas, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein, voilà, il n'y a aucun doute sur la douleur. La fréquence des troubles, c'est pas que chez l'orthophoniste. J'ai vu la vidéo chez l'orthophoniste. Il déambule, alors il est habillé, il déambule, comme ça, il se tape les cuisses. Mais il n'a pas ce regard, il n'a pas cette respiration, il ne se pince pas les mamelons. Donc, sur la grille, on serait peut-être à plus 3, plus 4, peut-être plus 5, mais on ne serait pas à plus 6. Hein, d'accord? Donc là, on n'a aucun problème pour imaginer que c'est une douleur. Il a quoi? Merci. Merci d'avoir dit on ne sait pas. Vous m'auriez dit, franchement, il a mal au pied parce qu'il se tape le pied. Je partais en pleurant, je ne venais pas se taper le pied. Il a mal, mais bien sûr, thermomètre 40, c'est fièvre. Mais ça ne dit pas angine, méningite, pylonéphrite, ça dit fièvre. D'accord? Donc, il a mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Bon, alors, madame, est-ce qu'il a déjà vu un dentiste? Il adore aller chez... Franchement, la maman, elle a de la chance. Hein. Il adore aller chez le dentiste. Il y a été il y a un mois. Il n'y a pas de gingivite, il n'y a pas de tarte, il n'y a pas de carie, il n'y a pas de dents qui poussent de travers. En plus, lui, dans ses particularités sensorielles, il adore les vibrations. Du coup, la maman a acheté une brosse à dents électrique et elle lui brosse les dents. Il aime beaucoup ça et ça se passe très bien. OK, alors, on met ça de côté. Bon, maintenant, on s'intéresse au tube digestif. Au niveau du transit, ça va, il a une selle liquide tous les 2 jours. C'est quoi une selle liquide tous les 2 jours? C'est un fécalome. Il a un fécalome. Les matières passent pas, mais les liquides passent. Et en fait, il a mal au ventre. Hein? Lui, il a mal au ventre. D'accord? Donc ça, c'est ultra. C'est la fausse diarrhée du constipé, on appelle ça. Hein? C'est ultra fréquent. D'accord? Si elle m'avait dit, non, il a des selles moulées tous les jours, bien en bonne quantité, en plus, il n'a pas de problème pour y aller, ça ne dure pas des plombes, etc. OK, bon, on continue, on fait une bandelette urinaire, on regarde s'il n'y a pas un phimosis, on regarde s'il y a bien les 2 testicules en place, on regarde s'il n'y a pas des lésions, on regarde s'il n'y a pas des migraines dans la famille, avant d'aller se lancer à faire plein d'examens et plein de médicaments. D'accord? Et je vous assure que dans plus de la moitié des cas, on a des problèmes ou dentaires ou digestifs, avant d'aller se lancer dans plein de trucs. Hein. Alors, hors les pathologies rares connues, dans certains syndromes génétiques où on sait qu'il faut aller chercher telle chose, mais dans la grande majorité des cas, c'est vraiment ça qu'il faut chercher. D'accord?